Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir d'assister à ce webinaire sur la fiscalité environnementale dans les pays en développement. Donc, je suis Grégoire Rota-Graziosi. Nous allons commencer immédiatement avec Madame Chantilly-Bobin, qui est la sous-directrice des affaires financières multilatérales et du développement à la Direction générale du Trésor pour une présentation de 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rota-Graciosi, Monsieur le professeur. Bonjour à tous et merci à la FERDI pour son invitation aujourd'hui. Je voudrais dire quelques mots au nom du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et au nom du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, euh, et en particulier de la Direction générale du Trésor. Nos deux ministères sont très mobilisés sur les sujets de développement, comme vous le savez sans doute. Et c'est donc au nom de nos deux ministères que je suis ravie d'introduire ce séminaire consacré à l'ouvrage du professeur Michael Keane qui porte sur les questions de fiscalité environnementale. Tout d'abord, je souhaite saisir cette opportunité pour rappeler que la France fait du soutien à la mobilisation des ressources intérieures dans les pays en développement une priorité. Vous le savez, on le sait tous, et comme je suis en plus du ministère de l'économie et des finances de Bercy, comme on dit ici, je dirais, et je dis souvent même à mes collègues, que les recettes fiscales, les impôts, après tout, c'est la base de l'État. Si on n'a pas d'impôts, on n'a pas de recettes fiscales, on n'a pas d'État, et ensuite, on ne peut pas non plus avoir de politique publique. Et donc, c'est bien tout cet ensemble qui est important, lever des ressources fiscales, avoir la bonne assiette, la bonne base fiscale, le bon recouvrement, et puis ensuite, j'allais dire, designer, concevoir les meilleures politiques publiques possibles au service de la croissance économique, du développement et d'un développement inclusif. Donc, au-delà de ce constat général, je voulais aussi dire que depuis la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement durable en 2015, la France s'est dotée d'une stratégie interministérielle et d'un plan d'investissement stratégique pour le développement qui justement vise à financer des actions d'assistance technique pour accroître la mobilisation des ressources intérieures, en particulier en Afrique subsaharienne. Ce thème est aussi un thème qui a été présent lors du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier, le sommet qui a eu lieu en juin 2023. Et à la suite de ce sommet, le gouvernement français, encore une fois le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe et le ministère de l'Économie et des Finances ont souhaité actualiser les orientations de la stratégie française en matière de développement et en matière de mobilisation des ressources intérieures. Et bien sûr, nous, on finance des actions, on finance des acteurs de développement, mais je pense que le séminaire, le webinaire d'aujourd'hui, ce qu'il montre, c'est l'importance du lien entre les administrations et la recherche. Il nous semble qu'il est indispensable de nourrir notre réflexion collective de travaux de fond, qui ensuite vont pouvoir alimenter la réalité du terrain, la réalité des praticiens du développement et même la réalité des administrations des pays concernés. Et donc, c'est avec cet objectif, cet impératif de créer des ponts entre, je dirais, la réflexion théorique, un peu universitaire, et la pratique et l'administration, que la France a décidé de financer en 2022 la production d'un papier de recherche sur le thème de la fiscalité environnementale, qui est une thématique intéressante parce qu'à la fois c'est une source de revenus, mais ça a aussi un objectif qui est de taxer les externalités négatives. Et donc, l'étude réalisée par le professeur Michael Keane a été publiée sous forme d'ouvrage en 2023, ouvrage que j'ai ici, donc je vous montre si je ne vous l'avais pas, il est aussi disponible en PDF. Et donc les politiques fiscales, les politiques douanières posent des problèmes génériques, on va dire, et des problèmes particuliers quand il s'agit de fiscalité environnementale. Et c'est cette question qui va être abordée aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut dire que les questions qui se posent sont de multiples facettes, de multiples dimensions. D'abord, il y a des questions théoriques sur quelles sont les bonnes politiques fiscales à mettre en place et quelles sont les bonnes réformes fiscales environnementales
qu'il faut mettre en place dans les pays d'Afrique subsaharienne notamment. Ensuite, quel est l'effet potentiel et quel est l'effet réel de ces politiques fiscales? Est-ce que ça permet réellement de s'attaquer aux externalités négatives? Et est-ce que ça permet d'avoir un produit fiscal, un impôt vert, on va dire? Et ensuite, comment fait-on, au-delà de la théorie, de la conception théorique et de la mise en œuvre pratique, comment fait-on aussi pour faire accepter ces politiques? Je pense qu'un élément important pour tous les pays en voie de développement et même pour les pays développés, c'est non seulement de concevoir la meilleure politique, la politique financière, fiscale, économique possible, avec cet objectif environnemental et ensuite et surtout peut-être de la faire comprendre et de la faire accepter par les différents acteurs, puisque l'acceptabilité des politiques est au moins aussi importante que leur conception théorique. Voilà, donc je ne m'étendrai pas beaucoup plus. Je voudrais dire que nous souhaitons que cet ouvrage et que la présentation et les discussions qui auront lieu lors de ce webinaire soit un exemple de cette articulation entre la réflexion, l'action, et que ça puisse nous permettre tous collectivement d'améliorer l'impact et l'efficacité de nos politiques, de nos projets de développement et en particulier en faveur des pays en voie de développement. Je remercie le professeur Keane pour la qualité de ses travaux ainsi que la FERDI qui a été un acteur et un partenaire clé pour la production de cet ouvrage et qui va modérer aujourd'hui ce webinaire. Et je vous souhaite et je nous souhaite à tous de fructueux échanges lors de la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Madame Bobin. Donc, je vais passer la parole à Michael Keane, qui est bien sûr professeur à Tokyo, aussi associé à la FERDI, et un ancien directeur adjoint du département des finances publiques du Fonds monétaire international pendant de nombreuses années. Ensuite, nous aurons trois panélistes que je vais présenter peut-être rapidement maintenant. Stéphane Algat, qui est un lead économiste de la Banque mondiale, expert en climat, en questions climatiques. Ensuite, Laurent Bidisgon de l'Agence française de développement. Et puis, normalement, s'il arrive à se connecter, M. Perrin Nzoué Enemé, qui est le directeur de cabinet du commissaire en charge de la politique économique, monétaire et financière de la CEMAC. Mais je passe tout de suite la parole à Michael Keane. Let me just control my screen a bit. So thank you very much. Thanks to FERDI for hosting this and supporting the work, and to the government of France for initiating it, and to Shanti for the excellent introduction, I hope, to the discussion today. So let me begin by trying to share my screen for the presentation. And let me assume everybody can see that. Stop me if that's not the case. So, as we've heard, the discussion today is kind of around and prompted by a publication that was completed a little bit last year. And you can see it here. We've already had a very tangible display of the book, but it's available online in English and in French. So what I'm going to do in 20 minutes or so, because it would be too much to kind of go through all the detail, is to try and convey some of the things I learned, some of the lessons I took away from this project. And ready to say, I came to this much more as a public finance person than as an environmental person. So I thought that perhaps in the spirit of the remarks we just heard, I could sort of bring the public finance tax mentality to thinking about environmental issues. So what I'm going to do then is go, I hope in not too long, to say a little bit about some overarching considerations in thinking about this topic, which is not a new one. I think there's been interest in taxation and environment with a particular focus on low-income countries for many years. But in some sense, revisiting the topic, come up with some overarching thoughts, and say a little bit about the political angle, the importance of which we've already heard of, and then finally try to get a bit granular on some of the more sectoral and specific policy issues that come up in the course of this work. So let's begin then with some overarching considerations. And I think first of all,
because we're going to be talking about developing countries, and in a way that's a terrible generalization, I think it's good to begin by emphasizing and recognizing at least how diverse these countries are, including on environmental issues. But first point, I think, is to stress that the environmental challenges themselves are really very severe in many low-income countries. And as in the book has a particular focus on 11 or so priority countries, essentially Francophone in sub-Saharan African countries. But I think we hope that the lessons are nonetheless more general. But to start with this point about the severity of environmental challenges, one way we look at this in the book is to look at scores on what's called the Environmental Performance Index that comes out of Yale, which essentially looks in great detail at 11 sub-areas of environmental situations. And what we have here are just very crude aggregate scores across those 11 dimensions, which are things like air quality, acidification, state of fisheries, biodiversity, things like that. The left is really just, of course, I put a lot of this in red to emphasize the severity of the problems. A low score is bad and a high score is good. So you can see many sub-Saharan African countries are scoring really relatively low. The 25% score is rather low on the Environmental Performance Index. It's maybe, though, worth noting that actually sub-Saharan Africa doesn't perform on average necessarily all that badly compared, for example, to Southeast Asia. And indeed, low-income countries don't perform that much worse on average than lower middle-income countries. But nonetheless, these are low scores. On the right, these are just the scores for these priority countries, and you can see some variation there. But again, the variation, I think, is worth emphasizing, and that's true both in terms of across country, the importance of different issues. So, for example, on fisheries, Togo scores very badly on fisheries, whereas Cape Verde scores very, very well on fisheries. And even within countries, there's diversity across the different areas of an environment. So if we take Mauritania, Mauritania performs very badly on water management, but actually very well on biodiversity scores. So again, just to put in our mind, there's a lot of diversity out there when we make the kind of generalizations that will follow. And of course, even in the public finance sphere, there's a lot of difference between these countries. Some countries have extractive industries, so it'll be a particular focus in some of the things I have to say. And of course, many of them face very severe challenges. So I think all but three of the priority countries have ratios of tax revenue to GDP of less than 15%. And 15% is kind of often taken as a benchmark for a minimal target for the tax ratio. So many countries are already in the region, in the priority countries, are already below that. So we have a bunch of severe challenges, environmental and other. We also have considerable diversity, which I stress because it won't really emerge as clearly in such a short presentation in what follows. Let's go through a few other points that certainly struck me going through this issue. One is that many of the most pressing environmental problems in low-income countries really haven't received much attention from a tax or public finance perspective. From people like me who are public finance people, we haven't really thought much about waste management, provision of clean water. But yet, if you look at what are of those 11 indices, which are the areas that are the greatest concern, or at least the worst performance in many of these countries, and it's things like this. It's waste management, sanitation, these kind of things that really, I think, public finance economists at least haven't paid much attention to, partly because there are large information gaps. It's hard to find out what's going on in these countries if you're not actually there. But also, I think it's fair to say that, the priorities of richer countries have to some degree dominated the agenda. And I think particularly that's the case on climate issues, because one of the things I was quite keen to do in this work was actually not to spend too much on the mitigation aspect of climate, because we know that for many of these countries, actually action to mitigate climate change, there's not really much they can do.
Sub-Saharan Africa has been, what, 5% of global emissions? So in some sense, the climate action on the mitigation side is not something that's, I think, a big environmental issue for these countries. But I put all this as provocatively as possible, but maybe we can come back to it. A second point worth remembering is that tax isn't necessarily the best response to environmental problems. There may be cases where regulation works better. If there are kind of tipping points when there may be a risk of overfishing, pushing fishing populations below a sustainable level, or where it's hard to actually compensate people for price changes. And as a general principle, tax is going to work best when there's a clear damage from simple pollutants that we can charge upstream, that is, at a relatively few points in the production chain. Just as a general tax administration principle, taxes works well when you can just levy the charge at a few key points. On its own, I think we know that taxation is rarely going to be enough. Taxation is rarely the complete solution. If we think about things like spending, or if we think about waste management, well, actually building decent landfill sites, maybe extracting energy from landfill, it requires substantial amounts of spending. And I think the World Bank, for example, puts underspending on solid waste management at about $40 billion a year in sub-Saharan Africa. So spending is going to be a large part of the solution, which will remind us that taxation, well, there may not be that much revenue in this once we take account of the spending that we need as well. Some particular considerations we should bear in mind, I think, for low-income countries. Of course, there's an overarching need for revenue, I've already mentioned. There's one kind of technical point here, which is that as a general kind of principle, when you need a lot of revenue, that may mean that corrective taxes should actually be lower than otherwise. It's slightly counterintuitive. You might think, well, if I have a lot of need for revenue, surely I should have big environmental taxes. Well, the answer is not necessarily, because one of the effects of environmental taxes may be to reduce your kind of normal tax base. And if it reduces your normal tax base, undermining your revenue, the more important that revenue is, well, maybe in some sense, the more reluctant you should be about environmental taxation. I'll come back to that because there's a qualification, but we should not assume that a big need for money means big environmental taxes. It may be exactly the opposite. Of course, many of these countries have often poor compliance, stretched administrative capacity. That puts a premium on having things that are simple to administer. And something else that comes up quite importantly, I think, is the weakness of lower level government in many of these contexts. Because if we think about many environmental problems, they're kind of local problems. Again, waste management, things like this are local issues. So you might think, and it's often the case, that local government is given the responsibility for dealing with it. But given that they're particularly weak in many respects in terms of revenue raising capacity, spending capacity, that can be a particular problem in low-income countries. We should bear in mind, too, that many of the most directly affected by environmental problems are amongst the world's most vulnerable people. So, as an example, if you think about agricultural issues, well, 2/3 of the world's poorest families have at least one member active in agriculture, just as an example of the extent to which environmental problems impinge most directly on the most vulnerable, which raises some issues when we think about what the solutions to those problems are. There are limited tools in many lower-income countries. Limited tools for many countries for making compensation payments, that is, for compensating losers from tax changes. There has been recent progress. We can be quite encouraged, I think, by developments in terms of mobile money, biometrics, and so on. Nonetheless, the kind of compensation side that I'll come back to, we may have far weaker instruments than we do in advanced economies. Just to make a couple of other overarching points, kind of obvious but worth restating, is that in many cases, environmental tax reform has to begin with subsidy reform. This is not just a matter of fuels and fuel subsidies that do persist in many low-income countries, though perhaps smaller than at points before, but also when we think about pesticides, synthetic fertilizers, and so on. We begin with a subsidy, which we need to address before we can even think about moving to taxation. Another point just to mention, a bit of a spoiler perhaps, is that we shouldn't think there's going to be that much revenue
in environmental taxation. The biggest ticket item, the most important single item, is likely to be fuels, where you might get something like 1.5% of GDP in sub-Saharan Africa. That's on top of maybe roughly the same amount from eliminating subsidies. So you're talking 2-3 points of GDP from moving to kind of fairly aggressive fuel taxation, which is not transformative, given that, for example, some of the estimates of how much revenue these countries need to have any chance of meeting the Sustainable Development Goals is in the order of 15% of GDP. So we're not going to be transforming, we're going to be improving, but not necessarily transforming the fiscal situation. Bearing in mind, too, that some of this additional revenue may need to be used to compensate people who are harmed by the reform. Turning a bit to some of the politics, just a few simple remarks on this. One is just this point about compensating losers from environmental tax reform. It's important, I think, at all levels. It's important intellectually. I mean, I think it's evidently important morally and ethically to protect the poorest. Politically, it's important to make sure that reforms happen. But I think maybe it is emphasized as less familiar the intellectual point, that if we think about what is the basic argument for corrective taxation, a large part of the argument is that we can use the revenue from corrective taxes to compensate the losers. If we go back to the Pigovian argument that many of you will be familiar with, it's not just a matter of setting a tax equal to the marginal damage. The idea is that you use some of that revenue to compensate the losers. So even intellectually, even if we leave aside, not that I'm saying we should, but I'm just kind of reminding everybody that it's not just it's part of the whole intellectual apparatus of environmental taxation, this idea of compensation. Of course, compensation, I think, is becoming increasingly feasible, including perhaps in the form of uniform poll subsidies, giving everybody the same monetary amount. We have seen some examples of that. I would just note that there's no uniform template for successful reform. I think the idea, there's been a lot of work on the political economy of tax reform, how to make tax reform succeed. I don't think there are any simple lessons, very simple lessons there. You can certainly look to issues of commitment, communication, planning ahead. If we think of the contrast between the successful reform of the liquefied petroleum gas subsidy in India compared to the kind of overnight elimination of the subsidy to chemical fertilizer in Sri Lanka, we can see the importance of commitment, planning, and communication. There's an issue about earmarking. That is the allocation of proceeds from taxes to particular spending purposes. That public finance people tend not to like that for reasons we go into if there's time. But it turns out that it's more common for environmental taxation than for other forms of taxation. And there may be some lessons there for us. Maybe this is a case in which the standard presumption against earmarking needs a little bit of nuancing. Let me then finally have just a few, 2 or 3 slides on, very briefly, a kind of a tour of some of the main sort of granular issues. The first, I think, is a familiar point that when we think about arguments for heavier taxation of fossil fuels, it's often not really about climate change in low-income countries. It's about local damage. We're talking about things like air quality, although air quality is actually less of an issue in an aggregate level in Africa than in other parts of the world, but also things like congestion and accident externalities, which are very costly, particularly in low-income countries. We have to recognize widespread informality, not a term I like, but the idea is there are some businesses or some entrepreneurs who are outside the tax system, maybe illegally, maybe because they're just so small that they're not included legitimately in the tax system. Now, that I think is quite interesting because that can go slightly against my earlier argument about the case for environmental taxation being weak when the need for revenue is strong. Because you can then say, well, actually, with a kind of large informal untaxed sector, taxing fuel can actually be a good thing because it brings, if you can tax it upstream, make sure that the informal operators at least pay tax on their purchases. That can help address this compliance problem, the distortions arising from operations within the informal sector. That is, it could be a good thing even without environmental concerns. So that's an argument that may push towards heavier fuel taxation, maybe on some other inputs than we might have other think.
Coming on to some of the sectoral issues, if we think about, there are issues I think to do with the extractives. If we really think that aggressive climate action is going to reduce oil or fossil fuel prices, then we know there's several low-income countries that face a stranded assets issue, coming late to the game of extraction. That may then say, well, they should be reconsidering their tax systems. Maybe they should be thinking more about profit type taxes than about royalties. That's something that is a separate topic. As you know, many will know, there are reforms to the international tax system at the moment, introduction of a global minimum, and that would actually push you again towards the use of rent taxes and away from royalties. But let me, on the final bullet, raise one other issue on fossil fuel, which is if you think about royalties, which are kind of charges on the value of sales or the quantity of sales of oil or fossil fuels, well, they're basically a carbon tax. So when I think Republic of Congo has a 15% royalty on oil, that's equivalent current prices to something like a $30 per ton of CO2 charge on carbon. It's a carbon price. And I think maybe there should be scope for thinking rather more about, well, how can we think about royalties on fossil fuels charged by low-income countries? How can we think of those perhaps as forms of carbon prices that other countries might want to recognize? Other minerals, we know that for the longer term, there may be good prospects. We know that renewables and some of the carbon storage technologies may have strong demands for a bunch of other minerals. Again, that may call for more rent taxation in those sectors. Forestry is kind of a continuing problem. I think it's been very thoroughly analyzed. We have a lot of good lessons on how to use rent taxes, how to monitor these days, how to use these kind of fee-based sort of schemes that I can talk about more. No shortage of kind of intellectual suggestions, but I think action still remains limited. Fishing, we know, well, serious problems, but in some sense not very amenable, I think, to tax-based approaches used in other countries such as Norway, partly because of the importance of small-scale, hard-to-monitor operators. Maybe there's more scope to raise more revenue, it's a pure rent tax form, from the use of distant water fleets. Urbanization, we know, is a continuing issue. I think there are now 3 mega cities in sub-Saharan Africa. There'll be 9 by 2050. And as part of that, I'm sort of surprised congestion pricing isn't receiving more attention, not on its own as a solution to these problems, but as part of wider urbanization strategies. And again, there's some discussion in the book on that and experience in Cairo and elsewhere. Where there is, I think, a clear case for corrective taxation is in relation to fertilizers, pesticides. The sub-bullet there is because there are some complicated issues around the role of the VAT in thinking about tax on the environment. So instead of having a tax on fertilizer or pesticide, you could, for example, think about just not crediting them under the VAT, which would act as an input tax even for those registered for the VAT. But that's synthetic fertilizer and pesticide, kind of a clear case where we know upfront a pollutant is going to cause damage. We think we can impose the tax at relatively few points. But again, the first order of business there seems to be dealing with subsidies before we get to actually thinking about positive taxes. And then, and then finally, I'm losing the top of my screen here. Oh yeah, there we go. No. Hang on. Okay. Give me 1 second. I think the top, I can't see it on my screen. I think the top bullet's about incentives. So environmentally taxing, use of environmental tax incentives, I think we have to be cautious. We know that as a general matter, incentives have caused many problems in low-income countries. In the environmental context, we know it's better to tax bad things than to subsidize good things. How it does seem, at least for the moment, that environmentally motivated tax incentives are not used that much in lower income countries. I think in only a couple of sub-Saharan African
countries do they count for more than 10% of total tax expenditures. But I think we can expect to see some growth, partly because of these related changes in the international tax framework, may push countries towards these kind of incentives. And partly also, I think developments in the US are kind of lending more impetus to these kind of approach. In terms of adaptation, which clearly is a major concern for many low-income countries, I don't think there's much to say about tax policy other than trying to avoid doing harm. Tax policy may need, for example, to make sure that there are appropriate kind of deductions for interest, payments on loans, carry forward provisions, kind of things like that, not to get in the way. And then there's finally some analysis in the book of what does the adoption of a border carbon adjustment mechanism mean. Seems probably to have significant adverse effects only in a few developing countries. I think Mozambique, steel and steel industry is the main item, as far as I know. Interestingly, what the adoption of a carbon border adjustment mechanism in the EU means is it creates an incentive for lower income countries actually to put an offsetting tax on their exports, because carbon border adjustment means the imports are going to be taxed when they come into the EU. Well, if that's the case, you might as well tax the exports going out. So again, there's an analogy with the international tax reforms I mentioned, but I think there's an interesting issue here about how high income countries should respond to that. Whether they should, for example, make it easier for low income countries actually to collect the revenue themselves by imposing some kind of offsetting export tax, which is what they've done in the international corporate tax context. The analogous thing to do here would be to say, okay, we'll allow lower income countries to essentially levy the charge themselves, and that'll be the end of the story. But I think then finally, what I think my bottom line, appropriately at the bottom of the screen, is just to bear in mind that really, even from an environmental perspective, to provide the spending, the resources for the kind of spending that I think is going to be needed, it's really progress on wider issues of domestic revenue mobilization that's key. That important though it is, environmental taxation as an adjunct clearly has importance of its own, but really we should think of the wider challenges of the environment being met by strengthening domestic revenue mobilization more generally. All the kind of standard boring things to do with VAT, personal income tax, as ever, turn out to be the key things. So with that, and with thanks to you all for bearing with me through this rather rapid tour of the horizon, let me pass back to Greg. Thank you. Merci Mike pour cette présentation. Le livre est gratuitement disponible et Fabienne l'a mis en ligne aussi bien en français qu'en anglais. Bien, je passe la parole à Stéphane Algat, donc lead économiste à la Banque mondiale sur le climat. Stéphane, à toi. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais parler en français en m'excusant par avance si il y a un petit peu de franglais qui arrive dans mon intervention. D'abord, pour dire tout le bien que je pense de ce livre, je pense que c'est un travail extrêmement utile et je vois un très très fort alignement entre les grands messages que Michael vient de présenter et la façon dont on voit ces sujets-là ici à la Banque mondiale. Et notamment le fait que la grande question, c'est la mobilisation des ressources domestiques, qui est un enjeu pas seulement pour les questions environnementales et climatiques, mais qui est un enjeu pour le développement et que ces questions de fiscalité environnementale ne doivent pas être prises avec un angle extrêmement étroit sur la question des incitations et de l'environnement, mais dans le cadre plus large des bénéfices que l'on peut obtenir à la fois en termes environnementaux, mais aussi et surtout en termes de développement, de réduction de la pauvreté et de développement durable plus généralement. Et qu'en fait, cette vision plus large de la question permet notamment euh, en termes d'économie politique, de pouvoir faire bouger les choses beaucoup plus facilement que si on arrive sur ces questions-là avec un angle qui est purement environnemental. Euh, Certains d'entre vous savent peut-être qu'on a à la Banque mondiale lancé ce qu'on appelle les Country Climate and Development Reports. Donc, c'est ces diagnostics systématiques sur comment faire du développement d'une manière qui soit cohérente avec les questions de changement climatique, mais aussi d'environnement.
Et on a couvert plus de 40 pays, et notamment une vingtaine de pays africains. Et je pense que quelque chose qui ressort très fortement dans ces rapports qui sont vraiment faits pays par les équipes dans les pays, c'est le fait que la fiscalité environnementale arrive dans ces rapports, non pas principalement comme un outil pour changer les comportements, mais largement comme un outil pour financer un développement durable. Et donc vraiment, dans ces rapports-là qui sont faits un par un de manière tout à fait bottom-up, on s'aperçoit que ces questions de fiscalité environnementale sont pas du tout prises par un pur angle économie environnementale traditionnelle de changement des incitations, mais vraiment dans une dimension de mobilisation des ressources domestiques et de comment on peut soutenir la transition de cette façon-là, à la fois pour les besoins d'investissement, qui sont énormes pour le développement et qui deviennent plus grands si on veut un développement qui soit plus résilient et bas carbone, mais aussi pour financer le soutien aux populations qui ont besoin de vivre cette transition de manière positive. L'exemple typique étant les zones charbonnières, par exemple, qui auront besoin d'investissements pour réinventer une économie locale. Tout ça coûte de l'argent, tout ça est difficile à financer avec du financement privé, parce que le financement privé va pas forcément aller vers les zones les plus vulnérables et qui sont dépendantes du charbon aujourd'hui. On a besoin d'argent public pour ça. D'où vient cet argent public? La fiscalité environnementale est l'une des réponses. Et évidemment, pour financer ces besoins-là, et je pense que Michael l'a très très bien présenté, ces taxes environnementales, c'est plutôt des bonnes taxes, euh, à la fois pour des raisons d'incitation, on en a parlé, mais aussi parce que c'est des bonnes taxes en général. Donc, c'est des taxes qui sont en général peu coûteuses à collecter, plutôt moins que l'impôt sur le revenu ou la valeur ajoutée. Notamment, alors là, il y a un peu une différence entre les pays importateurs et exportateurs de carburants fossiles en particulier. Mais en pensant à un pays comme le Maroc, par exemple, qui importe 98% de ses carburants fossiles, évidemment, c'est une taxe qui est très facile parce qu'il y a quelques ports, quelques points d'entrée des carburants fossiles. Et donc, en fait, le contrôle de ces taxes-là est extrêmement facile. Il y a un chiffre que je cite beaucoup dans ces discussions-là. C'est des chiffres qui viennent d'Angleterre sur la fraude fiscale, qui était estimé, alors c'est des chiffres de 2014, donc c'est un petit peu vieux, mais la fraude fiscale sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu était estimée autour de 15%, et les taxes sur les carburants autour de 2%. Même dans des pays à très forte capacité comme le Royaume-Uni. Évidemment, dans beaucoup de pays dans lesquels on parle, c'est extrêmement attractif d'avoir un système de taxation qui est peu coûteux et qui rend la fraude plus difficile. Michael a parlé du cas du travail informel. Là encore, en pensant au Maroc, par exemple, dans des pays où le travail informel est considéré comme un grand obstacle à l'augmentation de la productivité. Évidemment, une taxe qui touche le travail formel et informel de la même façon, plutôt que les taxes sur le travail qui vont toucher que le travail formel, sont extrêmement attractifs. Euh, Michael a mentionné la question de la réduction de la base fiscale qu'on peut attendre de ces politiques-là. Alors, c'est une question qui est importante, mais moi, j'ai l'impression, pour avoir travaillé dans plusieurs pays dans lesquels c'est le cas, le problème n'est pas tellement lié à la taxation environnementale elle-même, mais plutôt à la transition environnementale en général. Si vous regardez la Turquie, par exemple, la taxe sur les carburants est vraiment une ressource essentielle pour le pays. Et en fait, quand on parle de transition vers les véhicules électriques, ça pose une vraie question de financement des dépenses publiques. Et ça va être je pense, des questions qui vont aller très au-delà de la taxation environnementale. Il va y avoir une nouvelle taxation à inventer parce qu'énormément de pays sont dépendants des taxes sur l'énergie. Donc, je pense que c'est aussi une question qui est essentielle. Je voulais finir sur les questions d'économie politique qui me paraissent extrêmement importantes. D'abord pour dire que ces taxes, elles vont affecter les gens, pas seulement par la consommation et les prix, mais aussi par l'emploi et par les transports, et notamment l'accès à l'emploi. On l'a vu en France, l'opposition vient beaucoup de gens qui sont dépendants de l'utilisation du véhicule individuel. Et donc, pour rendre ces politiques acceptables, je pense qu'il faut voir au-delà de la compensation. Il faut offrir aux gens des alternatives. Donc, l'investissement dans les transports publics, par exemple, est absolument important. Si on regarde ce qu'a fait la Chine avant de mettre en place son système d'ETS, a subventionné beaucoup les énergies renouvelables pour créer des alternatives avant de taxer les énergies fossiles. Et, et le fait que si la compensation financière
avec par exemple les outils qu'a mentionné Michael, marche très très bien quand on veut. Alors, il y a des problèmes de couverture des systèmes de protection sociaux, etc. Mais compenser une augmentation des prix du carburant, c'est facile. Compenser les pertes d'emploi, c'est beaucoup plus difficile. Parce que les gens ne se satisfont pas de juste recevoir un chèque si l'économie de leur ville est en chute libre. On a besoin de créer de nouvelles activités économiques. Et ça, on sait que c'est un enjeu beaucoup plus difficile. Et on sait aussi que ce n'est pas seulement les plus pauvres qui vont s'opposer à ces réformes-là. On sait traiter le problème des plus pauvres. L'opposition, les gens dans la rue, c'est plutôt les classes moyennes. Et donc, ça demande, en termes de compensation, de penser d'abord à des politiques de développement local et aussi à penser à la situation des classes moyennes et qui donc demandent des politiques un petit peu différentes. Je voulais poser la question à Michael s'il avait un peu exploré comment est-ce qu'on pouvait étendre un peu ces protections-là au-delà des plus pauvres, des plus vulnérables. Il y a un impératif moral à le faire, mais pour l'économie politique, les classes moyennes, urbaines, sont vraiment celles qui s'opposent et donc on a besoin de les soutenir également. Et je voulais finir sur un dernier point qui est dans nos études sur l'économie politique, notamment sur la réforme des subventions, mais aussi les taxations environnementales. La question de la confiance dans les gouvernements est essentielle. Parfois, les gens qui gagnent à la transition financièrement dans nos calculs s'opposent à la réforme, tout simplement parce qu'ils ne font pas confiance au gouvernement pour délivrer sur la partie compensation ou la partie positive du paquet. Ils voient bien comment le prix de l'essence va augmenter, ils voient pas très bien comment tous ces bénéfices vont se matérialiser. Ça a été le cas au Salvador, ça a été le cas au Nigeria. Et donc, il y a un peu cette question dans ce monde où la confiance dans les gouvernements est en train de s'effriter et de disparaître. Cette transition de subvention ou la taxation environnementale en échange de plus de services publics, s'il n'y a pas la confiance dans le gouvernement pour délivrer sans corruption ce genre de pratiques, on voit bien que la population s'oppose. Et donc, il y a un peu une question pour Michael également et les autres participants ici, c'est quand un gouvernement n'a pas cette confiance de la population, est-ce que cette taxation environnementale et les services qu'elle peut amener est un moyen de la rebâtir, mais est-ce que ça demande une approche un petit peu différente, notamment en termes de séquençage des politiques? Voilà, je vais m'arrêter ici, mais c'est un sujet qui est important et très heureux de voir le gouvernement français soutenir du travail académique et intellectuel sur le sujet et ravi de continuer cette conversation. Merci à tous. Merci Stéphane. Peut-être avant que tu répondes, Mick, je vais passer la parole à Laurent Bidisgon, donc de l'Agence française de développement, en charge aussi des questions climatiques. Laurent. Oui, merci, merci Grégoire, merci beaucoup à la Ferdi pour l'invitation et Michael pour la présentation de son ouvrage très très clair et à nos collègues évidemment de la direction du Trésor et du MAE pour leur soutien à cet événement. Bon, c'est un sujet qui est effectivement très important pour nous à l'AFD en tant que bailleur de fonds bilatéral français, avec une contribution active de notre part hein, à la mise en œuvre de la stratégie française de mobilisation des ressources intérieures publiques. C'est un sujet d'importance pour nous, AFD, parce que les enjeux environnementaux et climatiques auxquels font face nos partenaires au sud et parce que la réponse financière apportée représente des montants colossaux, que ce soit sur les sujets environnement d'un côté ou lutte contre le changement climatique d'autre part, où on compte en milliards de dollars annuels les besoins de financement. On est à plus de 4 000 milliards d'ici 2030 si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés collectivement dans l'accord de Paris. Donc on a des besoins de financement qui sont essentiels. Et dans ce contexte de besoin de financement pour la préservation de notre environnement commun, la question effectivement de la contribution de la fiscalité comme solution est un sujet clé pour nous à trois titres. Je dirais d'abord en tant que bailleur de fonds qui a conscience de l'importance des rentrées fiscales pour financer les politiques publiques. Aujourd'hui, bon, c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais l'indicateur d'APD mondial, c'est à peu près 200 milliards par an. Or, sur la seule Afrique subsaharienne, les ressources fiscales représentent 11 fois ce montant. Donc, si on veut agir sur ces questions, on a un fort intérêt à travailler sur la mobilisation de ces ressources. Et dans ce contexte, je trouve que l'ouvrage de Michael et sa présentation met bien en lumière le rôle de ces instruments fiscaux
pour répondre à ces problématiques et apporter une réponse concrète au financement de la transition. Et au-delà des questions de la taxe carbone, on voit bien dans ce que nous dit Michael que la faisabilité de certains types de taxes a été peu étudiée jusqu'à présent, alors que ce sont de puissants leviers pour faire évoluer les pratiques et apporter des réponses concrètes au pays où on intervient, que ce soit en termes Michael l'a rappelé, hein, gestion des déchets, qualité de l'air, la gestion des forêts, qui est aussi un sujet primordial, la préservation des ressources en eau, tous ces sujets essentiels. Et la fiscalité verte va constituer une réponse essentielle. L'autre sujet dont on a parlé, et Stéphane l'a évoqué aussi, c'est bien la question de la mise en œuvre de cette taxe, de leur acceptabilité sociale et de la juste répartition de la charge entre les ménages. Avec un point intéressant que j'avais pas en tête, effectivement, que rappelait Stéphane, sur l'importance aussi de ménager à la fois les plus démunis, ce qu'on arrive assez bien à faire, et puis une classe moyenne qui est finalement plus complexe à gérer. Bon, c'est un sujet de cette acceptabilité de la juste répartition qu'on voit bien, nous, dans notre quotidien, lors de nos discussions avec les ministères des Finances chez nos pays partenaires. Et on voit bien en fait qu'il y a bien deux sujets essentiels pour réussir la bonne mise en œuvre de ce type d'intervention. C'est d'abord la communication pour renforcer l'acceptabilité sociale et cette question de juste répartition. Donc, dit autrement, on a une fiscalité verte qui doit être comprise par le contribuable dans le pays, dans son objet, et qui doit être juste socialement dans son application. Euh, donc, tout ce qui est campagne de sensibilisation sur l'utilité de ces taxes, sur les avantages qu'elle apporterait, sont des sujets indispensables pour le succès de leur mise en œuvre. De même, sur la question de la transparence et du suivi de l'utilisation des revenus issus de ces taxes, c'est bien la question en fait de la confiance qu'on peut accorder au gouvernement dans la bonne gestion de cette manne, d'une certaine manière. La deuxième raison pour laquelle le sujet est particulièrement intéressant pour nous, c'est peut-être un peu plus conjoncturel, c'est dans le contexte de la préparation de la prochaine conférence internationale pour le financement du développement, qui aura lieu l'année prochaine en Espagne. Donc c'est un sujet, un sommet important à la préparation duquel l'AFD participera en tant qu'institution fondatrice du FIX, la coalition de 530 banques publiques de développement locales et internationales. C'est un sommet qui fait suite au sommet d'Addis Abeba qu'a évoqué Chanty Bobin dans son introduction. Un sommet qui laissait une part très importante aux questions de la MRI, mais dans un écosystème de 2015 qui était celui aussi des ODD et de l'accord de Paris, mais d'un écosystème Addis Abeba qui parlait moins d'environnement à l'époque. Donc, on mise beaucoup sur ce sommet pour reparler mobilisation des ressources intérieures et dans une dynamique beaucoup plus climat et nature. Et puis la troisième raison pour laquelle on s'intéresse à ce sujet qui est essentiel, c'est évidemment au titre de notre métier de bailleur de fonds, d'accompagner les États souverains dans leurs réformes et la gestion de leurs finances publiques en général, et ensuite la fiscalité environnementale en particulier. Aujourd'hui, à l'AFD, notre portefeuille en matière de soutien à la mobilisation des ressources intérieures, c'est environ 600 millions d'euros, avec quelques projets intéressants sur ces questions de fiscalité environnementale qui illustrent un peu ce qu'on peut faire. Par exemple, en Ouzbékistan ou au Mexique, qui sont deux pays dans lesquels on travaille en excellente partenariat avec les ministères des Finances. Et pour éclairer en réalité la prise de décision, on a récemment financé quelques études d'opportunité sur la mise en place de nouvelles taxes. Donc, par exemple, sur l'Ouzbékistan, des taxes sur la pollution de l'air, les taxes sur l'eau, qui sont des sujets qui sont essentiels en termes de préoccupation environnementale des citoyens du pays et donc de leur gouvernement. Et puis au Mexique, on a testé aussi plusieurs scénarios de taxes
pour identifier les effets économiques et les impacts en termes de réduction des gaz à effet de serre. Dans les scénarios, on a d'une part des incitations fiscales à caractère environnemental, de type exonération pour les véhicules électriques ou incitation fiscale sur les équipements de production d'énergie renouvelable, des choses assez classiques. Et puis d'autre part, une mise en place de taxes sur les sacs plastiques pour contribuer à une meilleure gestion globale des déchets plastiques. Donc on est, en ce qui concerne plus particulièrement la mise en place d'incitations fiscales, euh, sur des analyses qui montrent que l'efficacité de ces outils est effectivement extrêmement complexe, à la fois en termes de définition du périmètre, de mise en place et de déploiement des taxes, du suivi, de la surveillance, enfin tous les sujets que vient de nous rappeler Michael dans sa présentation. Une autre intervention intéressante, c'était en Indonésie, où on soutient l'administration fiscale dans le développement d'une fiscalité environnementale avec des travaux évidemment d'accompagnement, d'identification des meilleures pratiques, euh, ainsi que une stratégie d'accompagnement à la mise en place d'une taxe carbone ou de droit d'accise sur un certain nombre de produits. Euh, donc voilà, ça fait trois raisons pour lesquelles on est particulièrement intéressé par ce webinaire et par le contenu de l'ouvrage de Michael. Peut-être pour conclure et puis ouvrir aussi la discussion sur des sujets plus généraux, il faut aussi rappeler qu'au-delà de la taxation, de la fiscalité, on a aussi les gouvernements, énormément d'autres outils de gestion des finances publiques à leurs mains pour financer la transition écologique et atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Michael l'a touché du doigt lors de sa présentation sur le sujet des subventions aux énergies fossiles, avec une dépense budgétaire énorme. La dernière estimation du FMI était à plus de 1000 milliards par an de dépenses fiscales sur ces questions-là. Alors c'était un petit peu moins, on est plus dans les 500-700 avant la guerre en Ukraine et la forte hausse de l'inflation. Enfin, on a quand même un vivier de ressources énorme de ce niveau-là. Et plus globalement, en fait, la bonne gestion des finances publiques et la bonne affectation des dépenses joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique, la préservation de l'environnement. À l'AFD, on fait à peu près un milliard d'interventions sur ces questions-là, à la fois sur la budgétisation verte, le déploiement d'une commande publique durable, la gestion durable des investissements. On essaie d'accompagner également les États souverains dans le développement d'émissions obligataires vertes, etc. Donc voilà, au-delà de la seule fiscalité, on a évidemment énormément d'autres outils et pratiques à la main des ministères des Finances pour les accompagner dans cet effort de transition globale de leur gestion. Voilà, on pourra en reparler virtuellement au période de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci Laurent. Je pense que Perrin a du mal à se connecter depuis, je ne sais pas, depuis le Gabon. Mick, souhaites-tu réagir aux interventions des deux discutants? Sure, I'd be be very happy to. I think they're all great comments. I have some connection problems myself, so I missed some of what Laurent was saying, but maybe just to pick up a few of those points, beginning with Laurent, I was very interested on when you were talking about the instruments you're working on in Uzbekistan and Indonesia and so on. I think the more we can do to kind of share experience on these things, the better. I know the World Bank does a great job of this. I mean, I certainly found many of these topics, it was quite hard to get kind of good information on what had been tried and how it had worked, including, I think, on some of these topics that are kind of partly tax, partly kind of more general public finance questions, like, again, these topics like waste management and these kind of things, where I think there's much harder to find out things that countries have tried and work, because maybe for tax people they're slightly off our normal radar. And I think it's interesting too. I think you mentioned a good point on the range of tools that are available to policymakers, including the kind of regulatory measures or legal measures, and maybe also some kind of need for more discussion across
across specialities in this kind of area, because I think, when I was thinking about congestion pricing, there's a lot of work that's done by, I don't know, road engineers and so on. But it's kind of completely orthogonal to how economists would think about the problem. And clearly both are needed. That road engineers really know how things work, whereas economists have some idea that, well, maybe prices might help as a bit of a signal here. So I think as well as the range of instruments, there may be scope for more interrelationships between the specialisms. Stefan made several great points. Let me just maybe pick up three. I think one is very much agree on this issue of trust. And just a couple of thoughts on that. I think that's a little bit where this kind of earmarking question comes in. That is, do we think that if you earmark, it's not obvious, but somehow people seem to think that if you earmark revenue, well, maybe you know how the money is going to be used, and maybe that builds some trust. I mean, it's not wholly clear why that's the case. Depends a bit on the nature of the earmarking. Money is kind of fungible, so just because you say some money goes to this use doesn't mean that essentially other money doesn't then become diverted from that use to something else. So it's kind of not entirely clear how the logic of earmarking works with people. And there is an argument that historically, I think I remember looking once that the states in the US that earmark most are the ones where the trust in government is least. So maybe there's an issue of causation, I think, as well in that direction. Do they earmark because they're not trusted, or do we not trust them because they're doing this kind of fictitious earmarking all over the place? So, but I think it does relate to this earmarking issue and whether there should be something a bit more open than the kind of traditional, IMF view that earmarking is almost always and everywhere a bad thing. The other kind of example I quite liked on the trust thing was, I think it was Iran. You may know this better than me, that when they did a subsidy reduction, oil price subsidy reduction, they put the compensating payments in people's bank accounts. They created bank accounts and put the money in before they took the subsidy off. So again, I suppose the government could have taken the money out at the last moment, but in some sense, seeing the money in your bank account may give you some credibility. But again, whether the government's going to carry on doing that, you don't really know. So trusting government's a difficult issue. And of course, the only real way to build up trust is kind of over decades, it seems to me, some notion of trust. But I agree that's a kind of a key issue. And it seems to be particularly important for some reason in the environmental context. And it relates to this issue of compensation. Sometimes earmarking is a way of compensating people. And, we see that a bit, compensating businesses. We see that a bit, for example, when the international aviation industry says, well, sure, we're happy to pay all these additional taxes, but all the money has to go into kind of research and development on building these, fancy new aircraft that somehow glide through the air without using oil. But I agree, that's a big issue. I couldn't agree more on your point about the middle class, the importance of the middle class. I don't have anything particularly helpful to say about that, but I think it's, for many years we've said, well, why do we have all these subsidies? Because we know that most of the benefit of these subsidies goes to the middle class. Well, you sort of have your answer in the question, right? You have all these subsidies because most of the benefit goes to the middle class or the better off. So I agree on the importance of that. I don't have a whole lot helpful to say. The final point I would pick up, I thought you're spot on again on that it's not just a pricing thing, it's a kind of an alternatives thing as well. And again, that I think comes up very much on these kind of urbanization issues. And that's sort of why I would say the congestion pricing, has a role to play, but there's all kind of other things that need to come, and like the whole issues of public transport, pricing of public transport, because you have to provide, you can't just price people out of being able to get to work. You have to think about what are the alternatives at that very kind of tangible level.
many other points. I think you touched again, it broke up a little bit for me about the role of private finance. And I think there is a whole, around the fringes of the topic, there are issues about the role of the private and public sectors in all this, including also the role of kind of local organizations. I think when we think about many of the kind of environmental issues are kind of local public goods. And I think sometimes there are kind of community responses to questions of waste control and sanitation, which are kind of partly informal, partly formal, with businesses taking a role and communities taking a bit of a lead. So there are, I think, all these kind of issues around the edges of the kind of traditional tax approach that I at least felt I should think more about and know more about. Because I think, as Laurent was saying, it's a very complex sort of area. And as we go in with our tax or public finance perspective, I think we need to be in many ways quite broad in thinking through these issues. But thank you very much. Great comments. Thank you. Back to you, Greg. Donc, je vais reprendre quelques questions qui ont été posées parce qu'on a plus de 200 personnes qui suivent le webinaire. Moi, j'ai une question un peu générale, un peu de moi, mais un peu aussi inspirée par ces questions-là. On parle de fiscalité environnementale. Est-ce qu'on parle de nouvelles taxes, dont une taxe carbone, ou on parle de revoir les taxes existantes et de prendre en compte leur dimension éventuellement environnementale? Donc, la première question qui peut aussi après renvoyer à l'acceptabilité politique, hein. De rajouter une taxe from scratch, de rien, repartir sur de nouvelles taxes alors qu'on a déjà un système fiscal existant. C'est peut-être ça qui est assez confusant. Ensuite, on a des questions relatives, voilà, sur la question de la taxe carbone, la réforme et de son acceptabilité, notamment dans des pays en développement. Donc, ça rejoint cette question précédente. Je te laisse répondre, puis après, je refais une liste de tout ça. Well, shall I chip in on that first question? I think clearly, insofar as you can build on established taxes that work reasonably well and maybe construct them more deliberately to serve environmental aims, that's a good thing. And I think probably we would say that in many ways a carbon tax sounds like a new and strange thing, but it's really a kind of a development of excises that many countries have already on oils and petroleums, even on coal. I mean, taxing coal is one of the oldest taxes in goes back centuries. So those are taxes that are the carbon tax in many ways can be an extension of existing or easy to administer taxes. I mean, in some countries, many countries, the real issue is coal. So in some sense, if you have a coal tax, you're largely done. I exaggerate, but so I think many of these taxes we can think of as many of those taxes in particular we can think of as building on established taxes. I don't think there are many from the more granular stuff in the book. I don't think there are many kind of wholly new taxes. There's a tax on plastic bags that Laurent mentioned, which I think is, seems to work pretty well. But most of these taxes I would think of as building on things that we have already. Congestion pricing, yes, would be something new in many countries. And of course, it's always difficult, maybe goes to the point of the question, it's always difficult justifying charging people for things that they were doing for free before. So even if congestion pricing, you might think improves welfare at the end of the day, the fact is that people are going to be paying for something they aren't used to paying for, which can be quite difficult. So I guess it's a bit of a mix, but I don't think we're necessarily talking about a whole slew of new taxes. And I think in many low-income countries, we probably want to keep the number of taxes as distinct taxes low as possible, because we know in many of these countries there are already kind of too many taxes. Often has to be said earmarked to particular ministries, and we want to avoid proliferating that. But Stéphane or Laurent may want to chip in too.
Enfin, oui, pour compléter, ou enfin, autour de cette question, est-ce que c'est des taxes en plus, des changements d'affectation, des évolutions? Je pense que ça dépend aussi des pays et des systèmes fiscaux en réalité. Michael évoquait les 15 points de PIB euh, d'assiette fiscale. Tout dépend d'où est-ce qu'on se trouve et de la politique qu'on veut suivre. L'augmentation des ressources fiscales, et Stéphane l'a dit aussi tout à l'heure, c'est la question de comment on va financer les ODD, donc les objectifs de développement durable au sens large, et la politique du développement, de développement d'un pays, indépendamment de la question environnementale. Donc, est-ce qu'on cible une augmentation des ressources fiscales du pays pour conduire un certain nombre de politiques publiques sur un ensemble de sujets, ou est-ce qu'on cible des changements de comportement, ou est-ce qu'on fait un peu un mix des deux, c'est-à-dire à la fois, et donc ça repose la question de la confiance, la question est-ce que alors je ne sais plus le terme français, c'est moi qui vais faire les anglicismes, Stéphane, le earmarking, l'affectation notionnelle, ou je ne sais plus trop plus le terme, des fonds euh, qui peut être effectivement une solution de confiance, mais encore une fois, ça dépend de l'ambition que porte le gouvernement dans sa politique. Est-ce que je veux changer les comportements des citoyens, des consommateurs, ou est-ce que je veux juste lever des fonds additionnels? Et là-dessus, euh, on revient aussi au sujet qui est très clairement évoqué par Michael dans son livre, hein, sur la question de la communication autour de ces taxes et de l'acceptabilité de la levée des taxes. Et là, on n'en est pas encore aux questions de compensation et de gestion de l'équilibre du poids de la taxe euh, de l'impôt, pardon, sur les populations. Donc vraiment, ça, je pense que la réponse, une seule réponse à la question de Grégoire est complexe. Ça va vraiment dépendre en fait, pour moi, de la maturité fiscale du pays, je dirais. Peut-être peut-être pour ajouter, moi, au risque d'être un petit peu provocateur, je dirais, ce qu'on recommande en général, c'est une réduction du nombre de taxes. Je prends l'exemple du Brésil, qui est l'un des pays dans lequel payer ses taxes est le plus coûteux en termes de temps passé à remplir des formulaires, etc. Parce qu'il y a un très très grand nombre de taxes. Et l'une des choses qu'on avait mis sur la table dans notre discussion, c'était est-ce que une douzaine de ces toutes petites taxes qui rapportent très très peu au gouvernement pourraient être remplacées par une taxe carbone qui, du point de vue des entreprises, certes, il y a un coût en plus parce qu'on crée une taxe, mais en même temps, les coûts de transaction réduits via la réduction de la bureaucratie permettraient de compenser. Donc, je pense que l'objectif, c'est vraiment l'efficacité du système et donc potentiellement une réduction du nombre de taxes. Il y a un point qu'on n'a pas mentionné, mais si on pense au système fiscal pour les incitations, au système fiscal pour lever des ressources, il y a quand même cette grande question qui est une bonne taxe pour un fiscaliste, c'est une taxe avec une élasticité qui est nulle, c'est-à-dire qui ne change pas les comportements. Ça, on a un flot de revenus bien stable et bien solide. Alors que dans le monde environnemental, on cherche au contraire à maximiser cette élasticité. Et des fois, on voit vraiment ce débat arriver. Euh, et donc, quand on parle de transformer le système existant, il y a quand même cette question de la stabilité des rentrées fiscales. Est-ce qu'elles deviennent plus sensibles aux évolutions, au cycle économique? Il y a beaucoup de questions à poser. C'est pas si simple que ça de passer d'un système fiscal à l'autre. Il y a beaucoup d'implications. Il y a aussi d'autres implications en termes de coordination. On parle beaucoup de coordination des stratégies environnementales pour garder le commerce international fonctionnant. C'est très difficile de comparer des taxes carbone parce que en fait, ça interagit de manière très complexe avec toutes les taxes sur l'énergie, le carburant, etc. Et donc, de déterminer quelle est la partie qui est carbone et quelle est la partie qui est une taxe courante est un peu difficile. On l'a vu en France quand la taxe sur les produits pétroliers a été transformée en taxe carbone. Il y a eu un changement de nom. Est-ce que ça veut dire que ça devient une taxe environnementale alors que c'était une taxe pour relever des ressources? Ça, c'est des questions qu'on se pose tous les jours ici, parce qu'il y a beaucoup de pays qui transforment le nom de leur taxe sans forcément changer le revenu. Dernier point, parce que ça a été mentionné sur le earmarking, je crois qu'on a abandonné la version française, donc j'utilise earmarking. Quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que
quand on regarde sur la communication, si on dit aux gens, on va réduire une subvention sur les carburants ou bien faire une taxe carbone pour financer l'éducation, la santé, etc., on a dans les sondages au moins un niveau de support qui est assez élevé. Si on regarde ce qui s'est passé en France, l'opposition à la taxe carbone, c'était beaucoup cette idée que ça servait à combler le déficit public. Et donc, il y a cette notion qui est assez fascinante que les gens voient les rentrées fiscales comme étant quelque chose qui ne justifie pas l'usage d'une taxe, alors que si on le présente comme une façon de financer éducation, santé, des choses très concrètes pour les gens, on a un soutien qui est beaucoup plus important. Et donc, la façon dont on présente ce earmarking, même s'il est, nous ici on parle de soft earmarking, c'est-à-dire qui n'est pas dans la loi, mais qui est un affichage de ce qu'on essaye de faire avec des taxes, on a quand même des supports qui sont beaucoup plus élevés si les gens comprennent un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait ça et que c'est pas juste pour boucher un trou dans un budget, mais c'est pour être capable de financer des services publics dont ils voient les résultats tous les jours. Ça me paraît vraiment une différence très importante quand on parle d'earmarking. Merci, merci. Bon, c'était vraiment pour clarifier qu'on parlait vraiment pas forcément de nouvelles taxes ex nihilo. Un autre point vraiment qui mérite peut-être d'être reprécisé ou éclairci, Mick, parce que c'était vraiment original dans ton livre et dans ta présentation, c'est le cas, enfin, c'est la taxe sur les redevances minières ou redevances pétrolières qui pourrait être considérée comme une taxe carbone. Donc, en clair, tu es en train de renverser un peu les principes de destination et origine, si je comprends bien, en disant une redevance minière ou une redevance pétrolière payée dans un pays en développement où on extrait le pétrole pourrait être considérée comme une taxe carbone qui permettrait qui permettrait voilà, de passer les frontières dans les pays riches qui lèvent des taxes aux frontières, des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Peut-être préciser parce que ce principe-là, ce n'est pas immédiat quand même. Cela, ça rend, surtout dans un contexte avec bon, le globe, l'approche de l'OCDE pour une taxation minimale des multinationales où on change un peu les règles du jeu. Donc, est-ce que ça s'inscrit là-dedans? Sorry, I was in French. Okay, well, I think the basic point was just almost a kind of a mathematical one that we know that in each gallon of oil there is so much CO2 that's going to come out of it. So if we have a charge that on each barrel of CO2, we can translate that mechanically into a charge on the CO2 that's going to be burnt. So so that's just a mechanical relationship between if you tax a barrel of oil generates a certain amount of carbon. So taxing the barrel of oil, you're implicitly taxing the carbon, and in that sense, it's a carbon tax. Of course, there are a few wrinkles to the argument. One slightly technical is that often the royalties that we're talking about are actually on the value of the oil, not the quantity of the oil. So there's a slight difference of one can kind of adjust for that. But that's the basic idea. Of course, it only applies to whatever fossil fuel the royalty is being applied to. So it's simply saying that it's a carbon tax in the sense it's a tax that we can express reasonably as being a tax per ton of CO2. Again, some technical stuff around the edges, but that's the kind of the basic idea. So I think it's sort of again, it relates to Stefan's point about what do we call these things. So my point I think is simply that mechanically that looks like a tax on carbon. If you go one step further than that, you think about, well, just from a tax administration point of view, at what point in the chain would we like to tax fossil fuels? Well, we could tax them right at the end, at the final user, but in general, that's not an appealing approach in terms of tax administration. Tax administration, you typically want to levy the charge as high upstream to the original source as you can, because there are probably not going to be many potential taxpayers there. So if you apply that at a global level, you would say that, well, we should administratively apply our carbon tax where the stuff comes out of the ground.
we should apply it at the oil head or at the mine, just as a combination of this mechanical relationship between fuels and CO2 and the tax administration principle. You want to levy the tax at as few points as possible, which often means going as upstream. So if I overstate the argument, it's saying that if the world were well organized, which I suspect perhaps it isn't, they would levy the charge on fossil fuels when they come out of the ground. And that would look like a royalty. You could call that a royalty if you wanted. Just call it a carbon royalty. So that's one. That's a part of the argument. Question mentioned also too, this kind of destination origin issue. And I think that's quite a big issue. Whether we want, again, in the climate context, do we want to charge carbon generation kind of on an origin basis, where the production is, or on a destination basis, where the consumption is? And that's one reason why this European Union carbon border adjustment is quite interesting, because that's really starting to say we're going to tax emissions at the point of consumption, not at the point of origin. Because, you know, we're going to, when the imports come in to our country, if they don't have an adequate charge on them, we're going to charge them when they're used in our country. So I think there's actually quite a big issue around at the moment, because in a way, the Paris stuff, everything is kind of on an origin basis, it seems to me. Border carbon adjustment is moving much more towards a destination basis. And those two things don't quite line up yet, I don't think. Anyway, that's a sort of rather long-winded answer, but I think that the basic point is just a carbon royalty. It's just saying that on the fossil fuels you could charge a tax mechanically related to the amount of carbon, and that looks to me like a carbon tax, at least on that fuel. But I agree, it's not how we're used to thinking about things. But you know, maybe we ought to be. Maybe as a low-income country, we should say, yeah, we're putting a big royalty on this, but we're doing you a favor because we're doing your carbon tax for you. Anyway, I don't know if that's Merci. my kind of slightly Non, non, mais c'est. Merci, c'était très clair. Alors, strange perspective. j'ai une question pour Stéphane concernant, ou Laurent peut-être, c'est Laurent qui en a parlé, de la taxation de l'eau, comment ça fonctionne précisément, comment on taxe l'eau. Et une autre question plus générale pour tout le monde sur, au-delà du CO2, taxe environnementale et biodiversité, par exemple. Qu'est-ce que vous pourriez dire là, sur ce thème-là? Voilà. Parce qu'on a beaucoup parlé de CO2, mais au-delà de ça, au-delà des émissions carbone, la biodiversité. La taxe sur l'eau, peut-être, c'est Laurent qui en avait parlé en premier, je crois. Oui, ouais, oui, j'ai évoqué cette question de taxe sur l'eau. Ça vraiment un terme impropre parce qu'on est plus sur des questions de redevance. Ça retombe aussi avec le sujet qu'a évoqué à plusieurs reprises Michael sur la gestion des déchets. Mais bon, ça c'est plutôt une question de effectivement comment je finance mes investissements publics et ma politique d'infrastructure et en fait une question de développement et d'accès à des services publics de manière générale. Il dépend effectivement là aussi de tout un ensemble de modèles. Est-ce que le secteur de l'eau fonctionne en régie, en PPP, qui paye quoi, quel est le niveau éventuellement de subventionnement de l'eau en fonction comment dire, des revenus des personnes, etc. Sur des secteurs comme la gestion des déchets, c'est plus compliqué. Alors là, on est sur des questions encore plus compliquées parce que la capacité à lever l'impôt est bien plus complexe que sur un secteur comme l'eau ou sur l'énergie, puisque sur l'eau ou sur l'énergie, on peut assez facilement couper le robinet ou l'électricité, mais avec tous les enjeux sociaux qui vont derrière. Sur un secteur comme les déchets, qui est un service public bien plus complexe et beaucoup moins développé dans les pays dans lesquels on parle, le système de redevance et d'organisation de la levée des taxes est beaucoup plus complexe, sans compter que on est sur
un secteur qui est géré à un niveau local et que donc on tombe dans des questions de capacité à lever l'impôt dans un système décentralisé et donc sur des questions de processus de décentralisation, de pouvoir des gouvernements locaux, des collectivités locales, en général au niveau des communes, des villes. Et donc, on est dans un degré de complexité supplémentaire. Sur la question, je suis un peu égaré sur les déchets parce qu'en fait, ça a été Ouais. plusieurs fois évoqué par Michael, mais donc, vraiment sur le sujet de l'eau, on est sur une question un système effectivement de paiement au service avec, en réalité, la question de la redevance qui est associée au service de l'eau, c'est plutôt la problématique qui se pose sur la question de l'assainissement derrière. Puisque le service public de l'eau, lui, le service public privé, le service public aux consommateurs de l'eau, on a une propension à payer qui est acceptée, comprise par le consommateur. On peut y adosser un certain nombre de taxes pour une affectation de la préservation de la ressource. La question, c'est plutôt le paiement du service d'assainissement dernière, la capacité à tenir ce service d'assainissement, l'absence duquel a des impacts environnementaux colossaux, et donc la capacité à organiser les circuits fiduciaires de paiement des entreprises publiques d'eau ou des entreprises privées d'eau vers les opérateurs d'assainissement. Et là, effectivement, on retombe et là, on retombe en fait sur des questions de redevance et d'acceptabilité du paiement de cette taxe qui peut être plus ou moins détaillée dans la facture qui est adressée aux consommateurs. Et derrière, effectivement, de la confiance dans l'utilisation du service, puisqu'on peut voir dans certains pays que je nommerai pas, mais où on voit la ligne redevance assainissement qui derrière, on sait qu'il n'y a pas de service derrière, ou un service très très faible qui est pas à la hauteur. Donc on retombe encore sur la question du bon fonctionnement, de la performance du service public, de la redevance et de la confiance du consommateur. Et sur la deuxième question, c'est peut-être Stéphane, je te laisserai répondre peut-être plutôt tu seras plus performant que moi sur cette question de taxes environnementales et biodiversité. Oui, je veux bien essayer de toucher sur la question, même si on est sur la biodiversité un petit peu là où on était sur le climat il y a 20 ans, c'est-à-dire, je pense que c'est un domaine sur lequel les choses sont beaucoup plus émergentes et il y a beaucoup plus de difficultés. Ce que je voulais dire, parce que je pense que c'est le cas sur l'eau, la biodiversité et les déchets en général, c'est qu'il y a vraiment deux questions. Il y a une question de financement des services et il y a une question plus complexe de préservation de la ressource ou de réduction de l'impact environnemental. Je pense notamment au cas de l'eau, où en fait le coût de fournir l'eau n'est pas forcément connecté au problème de ressources, notamment là où il y a du pompage d'eau profonde sur des nappes qui sont en train de disparaître. Et c'est là où je pense que le terme taxe est probablement un terme à éviter parce que ça sous-entend qu'on taxe l'eau, c'est l'un des sujets vraiment les plus politiquement sensibles, un besoin de base humain avec des pratiques qui datent de siècles et de siècles sur comment c'est géré dans différents pays. Et donc arriver avec une notion purement économique de coût marginal et de taxe pigouvienne, etc., en général, ça ne marche pas du tout. C'est vraiment une question d'économie comportementale et d'économie politique avant tout, de comment est-ce qu'on fait pour contrôler la demande et être sûr qu'on augmente l'usage efficace de l'eau. Sur la biodiversité, je pense que c'est quand même très lié aux questions globalement de déforestation et de préservation des espèces naturelles et donc de transformation du sol, sur lesquels pour l'instant les outils principaux qu'on utilise restent des outils réglementaires. L'une des grandes questions, quand même, notamment si on regarde des bassins qui sont assez peu touchés aujourd'hui, comme le bassin du Congo, c'est la question de financement pour des pays qui ont cette ressource de biodiversité forestière qui n'est pas encore déforestée. Quel est le financement qu'il peut y avoir pour protéger l'existant? Et là, je pense qu'il y a besoin de faire une distinction entre les marchés du carbone, dont on s'est beaucoup servi pour financer de la réforestation
Et ça, on sait que malgré toutes les difficultés, c'est des choses qui avancent. Et on a pris des engagements très forts pour essayer de s'assurer que ces marchés carbone produisent vraiment des bénéfices carbone. Je pense qu'il y a une autre question sur des bassins comme le bassin du Congo, où ce qu'on veut, c'est trouver un moyen de protéger des forêts existantes et avec des problématiques qui sont très différentes de problématiques de reforestation, comme on va pouvoir trouver au Brésil, par exemple. Comment est-ce que des communautés qui jusqu'à présent ont préservé ces ressources naturelles globales puissent avoir un revenu pour le service qu'ils rendent en termes de préservation de l'environnement, c'est l'un des enjeux majeurs de politique internationale, parce que si on n'arrive pas à trouver une solution pour ça, on va perdre ces ressources de biodiversité, ces ressources forestières. Et après, autant la partie carbone, elle est réversible avec des plantations, autant la partie biodiversité, elle est irréversible. Une fois que c'est perdu, c'est perdu. Et donc, il y a beaucoup de discussions, et la France a beaucoup poussé hein, sur ces sujets-là pour essayer de trouver des solutions pour créer ces flux financiers. Probablement pas avec des marchés carbone traditionnels de la façon dont on l'a fait jusqu'à présent, mais c'est vraiment pour moi un sujet qui est important. Et sur la partie, euh, et c'est lié, hein, sur la partie déchets, je pense il y a aussi un enjeu plus large qui est l'enjeu d'économie circulaire. C'est-à-dire, c'est pas seulement payer end of pipe pour s'occuper des déchets, c'est aussi créer une incitation dans le système économique pour que réutiliser les déchets de la production soit plus économiquement intéressant que aller faire de l'extraction de nouvelles ressources. Et en fait, quand on regarde les besoins de minéraux pour la transition environnementale, en fait, ces minéraux, ils sont là, il n'y a pas de problème. Si on fait l'hypothèse qu'on est près de 100% de recyclage, notamment sur les batteries, si on arrive à 100% de recyclage en fin de vie des batteries, en fait, oui, on a besoin de plus de minéraux, mais en fait, si on fait la somme, ça va. Si on se retrouve dans un monde dans lequel, en fin de vie, ces batteries sont pas recyclées et qu'on a besoin de récupérer des minéraux nouveaux à chaque fois, là, ça ne passe plus. En tout cas, pas en préservant l'environnement dans les pays producteurs actuellement. Et donc, je pense que ça aide aussi à sortir du langage purement taxe, d'essayer d'avoir une vision plus d'économie circulaire dans laquelle c'est l'efficacité qui est l'objectif, et la préservation de l'environnement en est un coût-bénéfice extrêmement utile. Mais avoir notamment avec les milieux économiques un focus sur nouveaux business et efficacité des processus économiques me paraît super important. Merci. Mick, do you want to add something regarding biodiversity and taxation? Oh, I mean, no. I was very happy that Laurent and Stefan took on the two of the toughest topics, which are water and the biodiversity angle. I think they're both important and I think difficult intellectually and because the diversity of institutional arrangements, particularly on water. I guess I have to put in a word for if not put in some support, if not for the word tax, at least for pricing. I do think we have to use the word pricing for a number of these issues. But I think biodiversity, I always find a very difficult topic I think, as a kind of, fairly traditional kind of economist, because it seems it's the importance of the kind of, in the Don Rumsfeld phrase, the kind of the unknown unknowns sort of thing. So it's kind of quite a hard issue for me to get my brain around. But anyway, I was very happy that I had those two topics taken off my shoulder. Thank you. Ok, merci. Alors, bien sûr, je n'ai pas pu prendre toutes les questions. Une dernière question de mon doyen, du doyen de l'école d'économie. Est-ce que vous vous êtes informé d'accords régionaux entre les pays en développement pour mettre en œuvre une sorte de fiscalité environnementale à l'échelle, par exemple, de la CEDEAO, de la ZLECA, non, je rigole plus, de la ZLECA ou ou d'autres échelles, ou au niveau asiatique peut-être? Une question. Voilà. Et puis, yeah. No, I think there are some regional fisheries agreements, I think, no, in the Pacific.
And that's the one thing that comes to mind. There may be Greg probably know better than me, I think. Là-dessus, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est sur les marchés carbone type de l'IUTS ou ce qu'on voit en Chine ou aux États-Unis, et cette idée que ces marchés pourraient être connectés pour profiter des opportunités liées aux différences de prix. Euh, la coordination des fiscalités, c'est toujours un sujet qui est extrêmement difficile et sensible politiquement. La connexion de ces marchés-là permet de faire une forme de coordination plus légère sans toucher à la souveraineté liée aux taxes. Donc il me semble que c'est vraiment l'une des voies, sachant quand même que même dans les endroits où les marchés sont connectés, en fait, les transferts entre les marchés sont toujours restés relativement faibles. Et donc, c'est plus une possibilité théorique qu'un vrai impact économique pour le moment. Mais si on imagine que des taxes environnementales prennent des valeurs très élevées au point de perturber, par exemple, le commerce sur des biens comme l'acier ou l'aluminium qui sont échangés internationalement, on va clairement avoir un problème de coordination sur le commerce et donc besoin d'une coordination de cette taxation ou de ces marchés de quotas. Donc, à un moment, plus on devient ambitieux, plus la coordination internationale va devenir importante. Pas sur tous les sujets, mais sur ces commodités qui sont échangées internationalement, ça va devenir essentiel. Très bien. Yeah. Merci. Perhaps one thought. Yeah, sorry, vas-y, excuse me. Perhaps just one thought to add is just on because I mentioned it a couple of times, but I think it's kind of quite important is what's happening with the international corporate tax, and now we have this global minimum tax, which I think one implication it's kind of if it works, it's kind of coordination at a kind of very global level. Still a bit of an open question how far it'll work, but that does mean, for example, that you could interpret that as saying we're going to tax all extractive companies at least 15% effective rate. So, that is when you think about the taxation of most obviously the extractives, but other areas as well, there is now the idea that we are coordinating on a 15% effective rate, at least on the biggest multinationals. And that I think does matter for thinking most obviously about the extractives, but I think it's going to matter for some of the policies countries adopt on incentives for renewables and so on. Not without going into the detail, they may become more attractive to offer because other things may become less attractive to offer as a way of attracting companies. So it's not really speaking directly to that question, but I do think this can be quite important in the environmental extractives space. Bon, alors une toute dernière, parce qu'elle a été posée et je l'avais un peu oubliée, mais comme tu me tends la perche, qu'en est-il de la taxation des mines, des entreprises minières, des ressources critiques, des matériaux critiques? On subventionne ou pour la transition écologique ou on taxe Ah, le cobalt, tout ça? Puis il y a beaucoup de gens de la RDC qui nous suivent. well, Stefan's saying we should focus on recycling, right? That should be if I understood you correctly. Je pense pour moi, la question clé, c'est il y a une rente, il va y avoir un partage de la rente entre les pays producteurs et les pays importateurs. Et il y a deux notions qui, moi, me paraissent importantes. C'est d'abord, ces nouvelles rentes offrent une opportunité fantastique dans certains pays s'ils arrivent à développer une industrie downstream de cette production-là et pas seulement à exporter la commodité. Et on connaît les difficultés, c'est-à-dire que le premier pas après le mining est extrêmement capital intensive et a des retours assez faibles. Et donc, c'est des choses qui sont faites essentiellement dans des pays à revenus élevés. Et passer ce cap pour un pays en voie de développement comme la RDC est extrêmement difficile. Et si ce cap est passé, derrière, on se met à pouvoir utiliser le produit raffiné, le produit prêt à l'emploi. Et c'est là où on a les bénéfices en termes de valeur ajoutée et d'emploi. Et si on n'arrive pas à faire ce passage-là,
les bénéfices de cette extraction elles vont partir dans d'autres pays et pas rester, ce qui est vraiment une opportunité gâchée. Et la deuxième volet, c'est que cette exploitation-là, elle sera durable seulement si elle est dans des conditions sociales, environnementales acceptables. On voit bien la demande des consommateurs et des entreprises d'être capables de tracer les conditions du mining pour qu'elles soient acceptables. Et donc, il y a un vrai enjeu pour des pays à faible capacité d'être capable à la fois d'assurer que ces normes environnementales et sociales soient respectées et de faire le reporting qui lui-même est coûteux et demande des ressources. Sans ça, il y a un risque de se retrouver exclu des marchés à prix les plus élevés. Et donc, pour moi, c'est un enjeu de développement qui est absolument majeur, dans lequel tous les gens qui sont impliqués dans ce domaine-là ont besoin d'aider les pays à utiliser et à bénéficier en termes de développement et de réduction de la pauvreté, et que ça ne soit pas comme d'autres commodités, des choses qui créent un nombre de jobs absolument minimal et finalement avec très très peu d'impact sur la qualité de vie dans les pays. Et je rajouterais peut-être un dernier point à ce que vient de dire Stéphane sur évidemment l'importance du partage de la rente qui est essentielle, mais en lien, on doit aussi creuser quand même collectivement la question de la comptabilité du capital naturel. Ce sera le même sujet sur le cobalt que ça l'est sur la ressource en eau qu'on évoquait tout à l'heure. C'est à combien je réussis à évaluer mon capital naturel et sa non renouvelabilité dans le cas des mines en tout cas. Bien évidemment, il faut travailler sur l'économie circulaire, le recycling, etc. Mais le bon niveau de taxation, enfin de redevance, doit aussi être assis sur des calculs et des évaluations économiques sur lesquels on est quand même encore très mal outillé collectivement et qu'il faut vraiment qu'on creuse. Enfin, juste pour compléter sur ce point. Parfait, merci, j'ai abusé de votre temps. Encore merci à eux tous pour vos présentations. J'espère vous voir en présent, en physique à Clermont-Ferrand, peut-être. Et je pense que l'on peut finir, oui. On a clôturé ce webinaire. Merci à tous.